Cette conférence du lundi 4 mai 2026. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis donc, pour vous présenter un peu notre conférence hebdomadaire qui fait l'état des lieux des résultats de la semaine passée et de cette semaine. Donc la semaine dernière, hein, la semaine s'est déroulée sous le double signe, sous un signe de double tension. Donc d'un côté, la flambée des cours du pétrole et les résultats des big tech. Bon, sur le front géopolitique, pas de franc changement, sinon que les tensions au Moyen-Orient ont continué. Le président Trump lui a rejeté les premières propositions iraniennes de rouvrir le détroit d'Ormuz en estimant les conditions insuffisantes et a demandé à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé. On sait que la situation a un petit peu évolué ce week-end. Bon, on verra ce que ça donne avec l'envoi de troupes en essayant, avec l'espoir de débloquer un petit peu le détroit. Les Iraniens, de leur côté, eux, refusent pour l'instant les propositions faites par les États-Unis. Donc, on verra ce que ça donne un peu cette semaine. La conséquence de tout ça, c'est qu'on a le Brent qui a franchi les 120 dollars et brièvement atteint les 126 dollars le baril avant de se stabiliser autour de 120. Donc on a une flambée qui, elle, forcément a pesé sur les indices européens et qui ravive les craintes inflationnistes. Côté macro, on a la BCE qui a maintenu ses taux directeurs inchangés lors de la réunion du 30 avril et adoptant un statu quo prudent dans un contexte où l'inflation globale est attendue en accélération vers 2,6% cette année, dopée par les prix de l'énergie mécaniquement. En parallèle, on a la Fed qui a voté à 8 contre 4 pour maintenir ses taux entre 3,50 et 3,75. C'est la première dissidence aussi large depuis 1992, Jérôme Powell précisant qu'il restait gouverneur après l'expiration de son mandat de président. Donc, comme je le disais en introduction, la semaine a été également marquée par les résultats des principaux GAFAM la semaine passée. Les chiffres ont globalement dépensé le consensus, notamment grâce à la partie cloud de ces acteurs. Et en revanche, on a eu une petite déception sur les publications de Meta. On a quand même la question centrale reste les montants de CAPEX à venir et le retour justement pour développer l'IA des hyperscalers et surtout le retour sur investissement potentiel in fine. Si on en revient sur les indices, donc on a les indices européens qui demeurent globalement stables avec néanmoins une sous-performance du CAC 40 qui est pénalisé par le secteur du luxe qui subit à répercussion les craintes sur l'inflation et la consommation. Néanmoins, les publications qu'on a eues la semaine dernière sur les grandes valeurs ont été globalement solides. Puisque sur une trentaine de publications dans le CAC large 60, l'activité ressort stable en publié en médiane et en hausse de près de 2% en organique. Seul le secteur du luxe, lui, a enregistré des publications plutôt décevantes. Et du côté des petites et moyennes capitalisations, sur un panel de 80 sociétés, le chiffre d'affaires du premier trimestre s'inscrit en hausse de 1%. Les mid et small sont moins pénalisés par l'effet de change et la dynamique en organique est proche de celle du large 60 à plus 2%. La semaine globalement a été marquée pour nous par des bonnes surprises du côté on va dire des tech ESN, ce qui explique notamment la surperformance du CAC mid and small. Donc comme on l'expliquait un peu plus précédemment, le CAC 40 a connu la moins bonne performance, donc une contre-performance avec seulement 28% de valeur en hausse et une baisse de l'indice de près de 1,6% sur la semaine. L'indice souffre de la conjonction défavorable, donc globalement, comme on l'expliquait, de la remontée du pétrole pénalisé par les valeurs industrielles et les valeurs exposées à la consommation, avec des publications globalement mitigées. Et on a le secteur de l'automobile et des biens de consommation qui constituent donc les deux principales sources négatives. Du côté des bonnes nouvelles, Airbus qui prend 6%, après des résultats du T1 plutôt de bonne facture. Néanmoins, on a quand même un EBIT ajusté qui a décroché fortement. Alors, c'est qu'un effet normalement temporaire, puisqu'il est pénalisé par les livraisons de son fournisseur Pratt & Whitney, qui connaît des difficultés à livrer ses moteurs. En revanche, l'activité commerciale reste très bonne.
Comme nous l'avons indiqué, donc on a eu la partie, on va dire, tech ESN qui est globalement un peu mieux orientée. Donc on a Capgemini qui rebondit de 6% la semaine dernière, porté par une accélération de ses ventes et malgré un effet de change défavorable, donc il fait une croissance organique autour de 4%. ST Microélectronique qui gagne 3% dans le sillage des semi-conducteurs mondiaux. Total, donc, qui continue de progresser, soutenu par les cours du pétrole élevés. Et le groupe qui a publié un résultat net ajusté très fort de 5,4 millions de dollars au T1, donc en hausse de 29% sur un an, supérieur aux attentes. Et le groupe a d'ailleurs annoncé un doublement de son programme de rachat d'actions. Bon, bah, côté des baisses, le secteur auto qui reste à la peine, hein, dans cette situation. Donc Stellantis qui perd 9%, pénalisé plus par le contexte alors que les résultats étaient, on va dire, corrects avec des bénéfices, avec un RN qui retrouve le point, l'équilibre et qui ressort à 377 millions contre une perte de presque 400 millions d'euros un an plus tôt, et qui affiche un EBIT ajusté de 960 millions d'euros, ce qui correspond à environ une marge de 2,5%, qui est nettement au-delà du consensus. Bon, malheureusement, ça a pas tenu et les investisseurs ont rapidement identifié une problématique avec un ajustement positif de 400 millions d'euros lié aux remboursements attendus des droits de douane qui gonfle les chiffres Nord-Amérique et dont la performance sous-jacente reste pour le coup négative. On a Schneider Electric qui recule de 3% malgré un chiffre d'affaires supérieur au consensus avec une croissance organique de 11%. C'est plutôt une problématique de valorisation qui est très élevée alors que le titre avait rebondi de 16% sur un mois. Pernod Ricard, 7,5% après l'annonce de l'arrêt des discussions avec Braun-Forman. Et un peu dans ce qu'on expliquait aussi au début, le secteur du luxe, la plupart des sociétés exposées ont toutes reculé. Donc on a LVMH, L'Oréal, Essilor, Kering et Hermès qui sont globalement dans le rouge. CAC Next 20. Sur le CAC Next 20, on a un indice globalement à l'équilibre, hein, qui fait moins 0,1 sur la semaine, qui bénéficie avant tout de la performance exceptionnelle de Nexan, qui voit son cours augmenter de 16% sur la semaine, avec d'une part un T1 qui reste en croissance dynamique avec un plus 5% en organique dans l'électrification, et l'annonce du rachat de l'américain Republic Wire pour 680 millions d'euros, soit un multiple de 10 fois l'EBITDA 2027 avant synergie. Voilà. On a également Amundi qui progresse de 7% et GTT qui progresse également de 4%. Côté des baisses, on a Technip Energies qui chute de 9%, qui est sanctionné après des résultats T1 inférieurs aux attentes, avec un EBITDA qui est ressorti à 149 millions d'euros contre plutôt un consensus qui était aux alentours de 170, et une révision en baisse des prévisions 2026, principalement liée au conflit au Moyen-Orient, qui perturbe un peu l'exécution des chantiers. Aéroport de Paris également est pénalisé par les répercussions du conflit, puisque le titre CA de 6%, après un T1 décevant et les problématiques que pourrait engendrer, évidemment, avec la réduction du trafic aérien, le conflit au Moyen-Orient. Le MIB 60 est là, très légèrement positif. Alors là, pour le coup, l'indice est tiré par la performance de Soprasteria, dont le cours s'envole de près de 20%, évidemment, qui devient le premier contributeur à la hausse de l'indice sur la semaine. Le groupe a publié un T1 donc de presque 1,5 milliard en croissance de 3,4%. Et d'un peu plus de 4% en organique, hors l'arrêt du programme SFT des banques allemandes. Donc c'est surtout le retour à la croissance le plus net depuis plusieurs années. Le groupe a maintenu ses objectifs pour l'année et annonce un programme de rachat d'actions de 40 millions d'euros. Bon, globalement, ce changement de tendance a fait oublier les craintes sur l'IA qu'il y a eu sur les ESN, ou du moins temporairement. On a Soitec également, Soitec qui poursuit également son ascension. Donc là, dans le sillage de ST Microélectronique et de tout le secteur qui bénéficie
de l'intérêt et du besoin dans le secteur des semi-conducteurs. Aperam également gagne 12% après un T1 marqué par une progression de son EBITDA. C'est le meilleur début d'année du groupe depuis 3 ans selon la direction et il conforte l'espoir d'un rebond des prix de l'acier en 2026. Voilà. De l'autre côté, à l'inverse, côté des baisses, on a Viridien qui recule de 9%. Dans le sillage de Technip Energies, on a Vusion qui recule de 7% et qui finalement annule le gain qu'il avait enregistré après la publication de son T1. FDJ United qui continue sa baisse et Nexity avec les craintes sur les taux qui perd également 6%. Au niveau du CAC Small, le CAC Small, lui, est en recul de 9% avec 42% des valeurs en hausse. Là, globalement, c'est surtout, il y a des publications de T1 qui sont contrastées et avec quelques mouvements significatifs dans l'indice. Donc, ce qu'on note, c'est la hausse de Mersen qui progresse de 12%. Après la publication d'un T1 de 296 millions d'euros en croissance organique de 3%, tiré par la forte demande dans la distribution électrique aux États-Unis, notamment du fait de la demande des data centers. Le groupe a confirmé ses objectifs. On a Obey qui s'adjuge plus 7% sur la semaine, donc porté par un très bon T1 en croissance de 31%. Alors, il y a évidemment des effets périmètres qui jouent là-dedans, parce qu'en organique, on est à 11%. Néanmoins, c'est bien plus haut que ce qu'on attendait. À ce stade, la direction a, entre guillemets, simplement confirmé ses croissances organiques. On verra pour la suite de l'année. Morel et Prom qui progresse de 6%, bénéficiant des prix de la hausse des prix du pétrole globalement. Osé Immunotherapeutics qui bondit de 24% après l'obtention du statut de médicament orphelin pour son produit Pegrisé-Prument auprès de la FDA pour son partenaire Veloxis qui permet au titre de connaître une belle progression. Côté des baisses, on a Compagnie des Alpes qui décroche de 11% et qui est le principal contributeur à la baisse. Bon, là, c'est plutôt globalement les répercussions du contexte macroéconomique avec les craintes de ralentissement de l'activité, enfin du tourisme, notamment lié au conflit au Moyen-Orient. On a Lumibird qui cède 13% malgré un T1 globalement stable et en légère croissance de 4% à change constant. En gros, on pense que le marché n'a pas vraiment apprécié le repli dans la division médicale de 9%, qui est freiné par les perturbations logistiques et le contexte macro, alors qu'à l'inverse, la division photonique, elle, connaît une belle croissance et la défense et le spatial également. XFAB recule de 8% après un T1 en décroissance de 4% à dollars constant. Alors, ce qui était dans la fourchette de ces guidance, mais surtout, les attentes pour le T2 avec un CAPE ou PRU stable ont été jugées décevantes. On a Vetoquinol qui cède 6% après un T1 décevant en organique, impacté par l'effet de change notamment, et une performance qui s'explique par la décision stratégique de recentrer l'offre. Mais néanmoins, la dynamique de croissance est clairement en dessous de celle de son comparable Virbac. Hors indice, on note la belle performance de Delta Plus, qui en plus est présent dans notre buy list. Alors j'y reviendrai après. On a Afiren également, un chimie verte qui gagne 11% avec des volumes en hausse, alors que la société a reçu une subvention de 3 millions d'euros du Fonds européen. On a également CIS qui avait publié, qui prend 8% et qui avait publié la semaine d'avant et pour laquelle on avait écrit un feedback qui était plutôt satisfaisant. Voilà. Ensuite, on a eu quelques hausses sur les différentes caisses régionales après un mouvement d'activistes, notamment mené par Pascal Thierry, le co-auteur du Vernimen. Au niveau européen, on a l'indice Eurostoxx Small qui progresse de 0,8%. Il bénéficie notamment on retiendra dans les hausses plutôt Glanbia, qui est un acteur irlandais
du secteur boissons et aliments qui gagne 11% après la publication d'un T1 solide avec une croissance de 7% en organique et surtout des prévisions de BPA attendues plutôt dans le haut de fourchette de ce qui était visé, donc entre 7 et 11% à taux de change constant. Et on a ThyssenKrupp qui progresse de 8% avec l'annonce qui pourrait empocher un montant de 4 milliards d'euros suite à l'accord signé avec Kone TK Elevator. Dans notre buy list cette semaine, on a une légère progression de notre buy list qui fait plus 0,1%. Donc, comme je le disais, elle a été tirée par Delta Plus, qui progresse de 10%. Et il y a également Alten qui a publié un T1 en demi-teinte, j'y reviendrai après. En gros, la tendance s'améliore après 5 trimestres en repli. Néanmoins, on a un rebond qui est un peu moins fort que ce qu'on peut observer sur d'autres ESN et le discours du management qui reste assez prudent pour la suite. Voilà. Ensuite, on a également Infotel qui a reculé de 5% sur la semaine. Néanmoins, si on se fie aux publications d'Obey et de Soprasteria, on est quand même conforté dans notre potentiel de rebond de cette société. Comme ces dernières semaines, hein, la semaine a été une nouvelle fois marquée par de nombreuses publications. Donc je vais pas revenir sur toutes, mais on va brosser un petit peu rapidement. Me concernant, bon, il y a Equasens qui a publié. Donc on a été un petit peu déçu du niveau de croissance organique, hein. La dynamique a surtout été assurée par la croissance externe sur ce T1. Bon, globalement, sur le dossier, nous, la question centrale, hein, pour nous, de toute façon, ça reste le levier que pourra y avoir sur les activités italiennes et allemandes, hein, pour lequel le groupe a quand même beaucoup investi humainement, enfin commercialement du coup, ces dernières années. Et en réalité, c'est ça qui permettra d'une part d'accélérer la dynamique de croissance externe et pas de croissance externe, d'améliorer la dynamique de croissance totale du groupe, excusez-moi, et surtout d'améliorer les marges. Donc nous verrons là-dessus comment ça va se passer. On a eu on va dire que les résultats publiés sur 2025 ont été un petit peu meilleurs que ce que nous attendions en termes de niveau de rentabilité. Bon, néanmoins, on est quand même aujourd'hui dans une espèce de phase de transition. Donc, soit le groupe parvient à accélérer sa dynamique de croissance, et à ce moment-là, on a une valorisation qui est intéressante parce qu'on est qu'à 10 fois la VE sur ROC. Donc, en fonction du scénario, si la croissance accélère, on est à un moment on est sur une valorisation pas très élevée. En revanche, c'est clair que si le groupe maintient une dynamique de croissance autour de 2-3%, ça sera une valeur qui sera désormais bien valorisée. Donc aujourd'hui, nous, on a un scénario où on sait que de toute façon, ça va prendre du temps de croître, notamment en Italie et en Allemagne. Et surtout, c'est un changement de mentalité complet pour nous, puisqu'en fait, historiquement, le groupe a toujours piloté en faveur de la rentabilité. Mais elle avait une position relativement importante et confortable en France qui lui permettait plutôt de prioriser la rentabilité et de plutôt miser sur le service. En Italie et en Allemagne, le groupe est plutôt challenger, voire petit challenger, et il y a donc des parts de marché à prendre. Et pour prendre des parts de marché, il faut être fort commercialement, avoir des offres agressives, et donc il faut mettre les moyens. Ce qu'elle a mis sur le papier. Maintenant, il faut avoir le ROI sur ses forces commerciales pour pouvoir, d'une part, accélérer la croissance et d'autre part, améliorer la rentabilité du groupe. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir sur toutes les publications. On a le détail qui vous a été envoyé par mail. Cette semaine, on a encore une semaine dense en termes de publications, hein, puisqu'on a 15 publications dans notre stock guide. Si je dois globalement revenir, on a Beneteau, où on espère
une croissance assez importante de l'activité enfin, mais néanmoins, c'est en raison d'une base de comparaison plutôt favorable, puisque il y a à la fois l'effet dollar et quelques reports de livraison qui n'avaient pas pu se faire avec des problèmes enfin, en lien avec des problématiques réglementaires aux États-Unis. Donc, le groupe devrait globalement profiter de ça dans ses publications. On a également Ruby où on attend une croissance modeste. Après, on verra les répercussions sur ce titre des conflits, des répercussions du conflit au Moyen-Orient. On attend également la publication d'Exaome, où on espère une forte croissance de l'activité. Donc, on attend 20% en publié. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de grosses surprises compte tenu du carnet de commandes et des chiffres dans la CMI. On a une valorisation qui reste très faible à nos yeux et que les résultats vont s'améliorer, ce qui devrait permettre de renforcer la situation du groupe et surtout de gagner des parts de marché. Voilà, on approche les 30 minutes. Je vous laisse la main si certains d'entre vous ont des questions et si ce n'est pas le cas, on clôturera cette présentation. Bien, visiblement, il n'y a pas de questions du côté de notre auditoire. Donc, je vais vous remercier d'avoir participé à cette réunion. Je vous invite à nous contacter en direct si vous souhaitez avoir des précisions ou plus de détails sur certains dossiers. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie également si certains d'entre vous nous réécouteront sur notre chaîne YouTube et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.